Salut Internet, nouvelle vidéo bonus en marchant et aujourd'hui je voulais vous rapporter quelques bribes d'une conversation que j'ai eue il y a quelques temps. Je l'ai trouvée intéressante et digne d'être partagée parce qu'elle illustrait, je trouve, plutôt bien les intérêts d'une approche dite nexialiste, c'est-à-dire transdisciplinaire, pour faire simple, et de voir comment est-ce que lorsque l'on s'enferme dans une approche unidimensionnelle d'une problématique, eh bien cela peut parfois être bloquant en donnant à l'individu une espèce d'illusion de compréhension. Et c'est là où une approche transdisciplinaire, justement, va permettre au moins de limiter autant que faire se peut ce type de biais dans l'approche. C'est tout le problème de penser en une seule dimension. Un voleur croise Jésus, il ne voit que ses poches. Quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous et autres proverbes du même genre. Un des protagonistes présents ce soir-là nous rappela que certains individus préconisaient de stériliser les gens de moins de 120 points de QI. Alors bon, on pourrait se demander pourquoi ce seuil de 120, pourquoi 119, pourquoi pas 121. Évidemment que cette position est totalement dogmatique et donc plus ou moins absurde, qu'on nage là dans une forme d'utilitarisme où la fin justifie les moyens. Je vous renvoie évidemment aux vidéos sur ces sujets sur la chaîne, notamment les ravages de l'utilitarisme pour comprendre que cette position est totalement indéfendable. J'ai souvent été choqué au-delà du talent de ces gens, de leur arrogance. C'est-à-dire qu'en fait, ils se lèvent le matin, ils ont une idée et ils pensent que ça mérite d'être publié et d'être lu. Alors en général, d'ailleurs, c'est lu par des gens de leur milieu. Et il y a une espèce de connivence de l'esprit bourgeois éclairé. Et on retrouve dans ce type d'approche paternaliste, constructiviste, interventionniste, pour ne pas dire jacobine, on peut retrouver donc dans ce type de volonté d'une personne de dire moi je sais ce qu'il faut faire et d'imposer sa volonté aux autres, en l'occurrence ici de stériliser, on va tomber donc dans des biais cognitifs qui sont bien connus, mais je trouve que ça illustre parfaitement bien les ravages d'une vision purement psychologique des choses. J'ai déjà expliqué dans la vidéo 78 un certain nombre de bémols que je peux avoir vis-à-vis de l'approche purement psychologisante. En l'occurrence, je préfère une approche transdisciplinaire, nexialiste comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et c'est intéressant ici parce que l'approche psychologique contredit ici totalement l'approche biologique. Et si on se limite à un seul de ces deux filtres, on va passer à côté visiblement de tout un pan de la réalité. La plus parfaite des techniques a ses imperfections. Il est difficile dans ce cas de vaincre à tous les coups. J'ai beaucoup réfléchi à la question, me disant que le meilleur moyen serait de combiner les deux ensemble, pour conjuguer leurs faiblesses, leurs éventuelles lacunes et bien sûr leurs forces, ça va de soi. Les deux styles se complètent et leur union permet une plus grande maîtrise. Bravo! Vous avez eu une très bonne idée, en vérité. Accepteriez-vous de nous faire maintenant une petite démonstration? Comme il vous plaira. Je fis remarquer que, en termes darwiniens, il existait actuellement sur la planète des individus avec des quotients intellectuels de niveau extrêmement variés et que le fait que des Bushmen dans le Kalahari avec des quotients intellectuels autour de 55 aient survécu depuis tout ce temps nous montre bien la relativité de notre croyance dans le fait qu'un quotient intellectuel de 120, 130 ou 140 soit la panacée universelle. Et c'est là que mon interlocutrice, très intelligente et très cultivée, me répondit fort à propos un argument psychologique totalement valable dans le cadre de la psychologie. Argument qui attestait du fait que dans tous les domaines, ou presque, c'est un peu le principe du facteur G, un individu à 120 points ou 130 points de QI se débrouillera mieux qu'un individu à 55 de QI, et ce, même dans le biotope, même dans l'environnement de l'individu à 55 de QI. Et donc cet argument, tout aussi vrai qu'il soit du point de vue de la psychologie, s'avère donc faux du point de vue de la biologie, d'où l'intérêt de l'approche transdisciplinaire. Il faut qu'il y ait de l'ordre là-dedans, mais les règles sont faites pour être transgressées. Ceux qui réussissent brisent souvent les règles, break the rule, avec un magnifique accent français. Il faut briser les lois, briser les règles, mais si tu brises trop les règles, on finira par te briser, où il faut le faire avec intelligence. Mais du point de vue biologique, les amis, le temps de gestation d'une femme est d'environ 9 mois, justement, parce qu'il fallait expulser le petit d'homme suffisamment rapidement pour ne pas que la mère meure en couche suite à une taille de crâne trop importante, qui est liée justement au développement de l'intelligence et du néocortex chez l'Homo sapiens. Il ne vous aura pas échappé que l'être humain est ce qu'il est, notamment avec son volume cérébral, la taille de son crâne et son temps de gestation, justement parce qu'il constitue pour le vivant une forme possible
d'équilibre de Nash, une forme possible de point d'équilibre d'un système, plus ou moins viable, en tout cas au moins à un instant T et à une période de quelques millénaires. Pour autant, les orang-outans et autres bonobos sont tout aussi vivants que nous jusqu'à preuve du contraire, mais incarnent de fait un optimum, un point d'équilibre du système différent. Et c'est là où le cadrage devient absolument essentiel, car si on peut utiliser le quotient intellectuel pour différencier, mettre plus ou moins en comparaison, en compétition, un certain nombre d'êtres humains dans des sociétés humaines, dès qu'on se place du point de vue du vivant, quel sens cela aurait de comparer sur la même ligne l'intelligence d'une fourmi, d'une souris, d'une baleine bleue ou d'une bactérie? Car chaque science n'est pas neutre. La psychologie, par définition, étudiant la psyché de l'humain, qu'est-ce qu'elle met au centre? L'humain. La biologie, étudiant la vie en général, cela va lui permettre donc de se décentrer 2 minutes de son petit nombril et de pouvoir avoir une perspective beaucoup plus large, puisque sinon on est un petit peu, il faut bien le reconnaître, jugé parti. Nous sommes tous des animaux, d'accord ? Oui, si on veut, oui. En fait, on est là dans un cas d'école absolument archétypal d'une approche rationnelle plafonnée, le QI et l'approche des psychologues du QI, que je critique pas dans l'absolu, mais se limiter simplement à ce prisme me semble tout de même d'une grande pauvreté. Car si vous prenez des espèces adeptes de la stratégie R, typiquement on va dire des petits chiens de prairie, des rats, des souris et ce genre de petits rongeurs, eh ben, jusqu'à preuve du contraire, ils ont pullulé et se sont reproduits bien plus que les humains ne seront jamais en capacité de le faire. C'est dire si au niveau du vivant, il n'est pas forcément pertinent d'avoir un gros QI, en tout cas un QI de plus de 120. Mais cela dénote notre attachement à la forme. Énormément de gens s'identifient à leur statut d'être humain et ne se sentent pas forcément appartenir à un flux de vie global. Et tant qu'on n'est pas au clair sur cette transe, parce que c'est une transe hypnotique d'identification à notre statut d'être humain, eh bien, on peut se contenter d'approches humano-centrées. Donc là encore, chaque niveau de réalité a sa propre axiomatique, sa propre épistémologie, sa propre logique interne, mais dès que l'on va dépasser certains niveaux de réalité, le fait de se cantonner, de se limiter à simplement, par exemple ici, à la psychologie, eh ben, va constituer un frein. C'est pour cela que chaque praticien digne de ce nom ne se limite en général pas à une seule approche, à une seule chapelle en psychologie, et on peut même aller encore plus loin justement, en ne se contentant pas de faire de la psychologie. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mais j'ai une approche extrêmement influencée par la biologie. Je trouve que la biologie a cet avantage d'être une science dure. Donc oui, un quotient intellectuel élevé augmente très probablement les chances de survie, en moyenne en tout cas, dans un environnement donné. Mais rien ne dit qu'à terme, ce soit ce type de point d'équilibre qui soit sélectionné darwiniennement. Parce que parfois, moins c'est mieux. Il faut bien dire qu'à l'instar des communistes, certaines formes de vie survivent depuis des millénaires sans cœur et sans cerveau. Elle vous observe en train de l'observer. Avec ses 24 yeux. J'ai bien dit 24, regroupés aux 4 coins de son ombrelle, ce qui lui procure une vision à 360 degrés. On rigole avec les communistes, mais si vous regardez bien et que vous comprenez bien ce que je raconte, ils constituent en eux-mêmes une espèce de point d'équilibre de la vie qui est tout aussi valable que les autres du point de vue du vivant. Les seules critiques que je peux leur faire parfois sur la chaîne ou ailleurs concernent le logos, c'est-à-dire concernent des prétentions qu'ils peuvent parfois avoir à penser, alors que leur raisonnement ne respecte pas les lois fondamentales de la logique. Mais personne n'a dit qu'il fallait être logique pour avoir le droit de vivre. C'est là encore, c'est un changement de référentiel. Mais énormément de gens ont du mal avec des raisonnements juste à 2 dimensions. Mais qu'est-ce que ce sera quand on attaquera des raisonnements à 5, 6, 7 dimensions? D'ailleurs, on parlera même plus de raisonnement à ce niveau-là. Justement, on réincorporera ensuite les affects, l'intuitive, etc. On sera hors de la sphère du mentalo-mental pur. En psychologie, il y a énormément de biais dans lesquels nous pouvons tomber si nous nous contentons de valider les schémas de la socioculture sans essayer de les trianguler justement par une méthodologie scientifique qui amène logiquement et naturellement à aller plus loin que la psychologie. Alors c'est vrai que cela demande plus de travail, cela demande plus d'études et plus de glucose. En même temps, vous savez très bien que c'est le propos de la chaîne d'essayer de vous inviter à en dépenser toujours plus, parce qu'en général, c'est un investissement qui vaut le coup. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Salut Internet. Ils vont stériliser tous les boudins. Hein? Dans le journal, ils disent qu'ils vont stériliser tous les boudins. Enfin, les cajots, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes moches pourront plus avoir d'enfants. Pourquoi ils font ça?
C'est normal, il y a tellement d'enfants à problème. Quel rapport? Mais c'est très perturbant pour un enfant d'avoir une mère immonde. Ah bon? Bah ouais. La mère d'Hitler, elle était comment? C'était un bout. En plus, elle avait de la moustache. Et celle de Staline? Un énorme sac, une femme abominable. Et la mère de Marc Dutroux? Oh, je l'ai vue à la télé, c'est une horreur. Et celle d'Émile Louis? Oh là. C'est Frankenstein. Ah, tu vois, hein, c'est vachement risqué. Mais moi? Je suis un boudin? Bah ouais. Alors ça veut dire que j'aurai jamais d'enfant? Bah non, parce que t'as plus le droit. Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que ça peut te faire? T'as jamais couché avec personne? Ah oui, c'est vrai.